Merci de cette introduction. Je suis assez fasciné en fait par ce qui vient de se passer et par la finesse de lecture et de réflexion, d'intelligence de Valerio. Je n'avais aucune idée de ce qu'il allait dire. On n'a pas du tout préparé et je trouve génial qu'il parle de Pasolini, qui est un peu ma muse, effectivement, ma muse secrète, dont il m'a découvert. En réfléchissant dans le train à ce que j'allais vous dire, je pensais ouvrir mon petit exposé par quelques vers de Rimbaud. Mais donc je viens de changer de plan à l'instant même, et je vais vous dire un petit poème d'André Welter qui je crois constitue une très bonne introduction. Il pensait à Pier Paolo Pasolini et il écrivait « J'ose prendre pied dans les ténèbres, j'ose dériver dans une lumière terrifiante et douce, entre un maléfice et une révolution, qui ne veulent de salut que sexuel ou sublime. C'est qu'il n'y eut d'alchimiste plus paradoxal que moi, doué, pour la transmutation des plaisirs et des songes, et tellement conscient des insomnies violentes qui forcent à jouir du rude et de l'obscur, et tellement acharné à vaincre un réel de plomb. Un réel de plomb, on voit de quoi il est question en Italie fasciste, et vous savez, dans les écrits corsaires, Pasolini écrivait « Je paye un prix pour la vie que je mène », et on le sait d'ailleurs avec les nouvelles révélations sur sa mort. Et il continuait en précisant « Je suis comme quelqu'un qui va descendre aux enfers, mais quand je reviendrai, si je reviens, j'aurai vu plus loin que l'horizon. » Voir plus loin que l'horizon, pour un cosmologiste, ce que je suis, quelqu'un qui essaye de comprendre la structure globale de l'univers, c'est effectivement l'objectif que l'on s'assigne. Tenter de comprendre le monde dans lequel on se trouve, au-delà de ce que notre vue nous permet immédiatement de décerner. Donc, si vous m'y autorisez, je me propose de prendre à peu près la moitié du temps qui m'est imparti, une petite demi-heure, à esquisser un panorama de notre compréhension de l'univers, en restant à un niveau essentiellement scientifique, vous montrer ce qu'est la cosmologie, ce qu'est aujourd'hui notre meilleur modèle quant à l'origine, en son sens large, depuis le Big Bang, jusqu'à l'univers contemporain et le monde qui nous entoure, et puis ensuite d'essayer d'en tirer quelques conclusions philosophiques au sens le plus modeste du terme, c'est-à-dire de nous interroger effectivement sur la nature de la pensée qu'on produit et d'oser poser cette question qui est un peu subversive mais absolument nécessaire, dit-on la vérité? Et qu'est-ce d'ailleurs que dire la vérité? Et cherche-t-on même à dire la vérité? Alors, moi je crois que si l'on tente d'appréhender le monde qui nous entoure, la première démarche qui est absolument nécessaire, c'est bien sûr celle de la modestie. De la modestie parce que nos yeux sont façonnés par quelques milliards d'années d'évolution absolument extraordinaire, et c'est formidable de rappeler ça dans l'environnement d'un muséum. J'ai vu l'image de Darwin à plusieurs reprises représentée sur les murs. D'ailleurs, récemment, on me demandait quel est le plus grand scientifique de l'histoire, ce qui est une question bête, bien sûr, parce que les hommes, comme les nombres complexes, ne sont pas ordonnés. Donc le plus grand, ça ne peut pas dire grand-chose. Mais celui qui m'émeut le plus, c'est certainement Darwin, parce que je crois que c'est vraiment le géant qui a osé affronter tous les prérequis, tous les dogmes et toutes les évidences trompeuses de son temps en payant le prix qu'il connaît. Donc effectivement, résultant de cette évolution darwinienne, nous sommes dotés de détecteurs naturels, nos yeux, qui sont adaptés à la lumière telle qu'émise par notre étoile, le Soleil. Mais si nous sommes astronomes, notre dessein, c'est de comprendre le monde au-delà des contingences de nos yeux et au-delà de notre perception d'humain. Et pour ce faire, il est utile de recourir à des détecteurs, à des télescopes, qui nous permettent de voir d'autres images et d'autres visages de l'univers. Si par exemple nous pouvions scruter la lumière à très basse énergie, qui ne nous est pas accessible directement, mais qui est aussi réelle que celle que nos yeux peuvent apercevoir, nous verrions une toute autre voûte céleste. Nous verrions par exemple la structure filamentaire du gaz de galaxies qui nervure l'univers à grande échelle, ce qu'on ne voit pas le soir quand on sort. Je prends un seul exemple. À la revue Astronomie, il y a quelques astronomes dans la salle, on ne peut pas dire trop de bêtises, c'est quelque chose d'immense. Là, je prends l'exemple très particulier de la raie à 21 cm. À un peu plus haute énergie, dans le domaine des micro-ondes, on pourrait, entre autres choses, observer ce qu'on nomme le rayonnement fossile, c'est-à-dire cette espèce d'écho du Big Bang, cette première lumière émise par l'univers, qui, en quelque sorte, révèle l'état du cosmos quelques 380 000 ans seulement après son origine, ce qui, à l'échelle de 14 milliards d'années de l'univers actuel, est extrêmement jeune.
Donc vous voyez, voir les micro-ondes, c'est en quelque sorte remonter le temps, et c'est fascinant parce que l'image est esthétiquement pauvre. Imaginez un ciel aussi brillant que le soleil dans toutes les directions. Mais elle est scientifiquement riche parce qu'elle recèle une information irremplaçable sur les premiers instants. À un peu plus haute énergie, dans le domaine des infrarouges, entre beaucoup d'autres choses, on pourrait par exemple sonder le cœur de notre petit îlot d'univers, de notre Voie lactée, et en particulier observer l'environnement du trou noir supermassif qui se trouve en son sein, parce que les infrarouges sont moins absorbés que la lumière visible par les nuages de poussière qui se trouvent sur le chemin. À un peu plus haute énergie, dans le domaine des ultraviolets, entre là encore beaucoup d'autres choses, on pourrait voir les raies d'émission d'un élément extrêmement intéressant qui se nomme le deutérium et qui a été synthétisé dans l'univers très jeune, non pas quelques centaines de milliers d'années, mais quelques secondes après le Big Bang. Donc vous voyez, on pousserait encore plus loin notre démarche cosmo-archéologique, pourrait-on dire. À un peu plus haute énergie toujours, dans le domaine des rayons X, on pourrait voir les processus thermiques extrêmes, les objets les plus chauds de l'univers, et enfin, dans le domaine des rayons gamma durs, typiquement 1000 milliards de fois plus énergétiques que la lumière émise par l'ampoule de cette lampe autour de moi, on pourrait observer des phénomènes qui dépassent l'imagination, par exemple des pulsars qui émettent des particules à extrêmement haute énergie, eu égard à la présence de champs électromagnétiques extrêmement intenses. Donc vous le voyez, suivant la manière dont on l'observe, et toutes ces manières ont, je dirais, au niveau ontologique, c'est-à-dire en tant que tel, en tant qu'être fondamental, la même légitimité, et chacune d'elles révèle d'autres visages du cosmos. Donc on sent déjà apparaître ce qui va être un peu le leitmotiv de ma proposition de ce soir, et ce que j'appellerais l'irréductible diversité du réel. À la question quel est le vrai visage de l'univers, de même que la vraie géométrie de Poincaré, il n'y a pas de réponse. La réponse est dépendante d'une certaine manière de l'appréhender. Alors ce pulsar là que j'évoquais à l'instant, il émet des particules, mais des particules relativistes. Et la relativité, pour nous autres cosmologistes, c'est certainement la théorie mère, c'est celle qui nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit. Parce que faire de la physique, c'est toujours articuler un lot d'observations avec un corpus théorique. Leur relativité est restreinte d'abord, la première grande révolution d'Einstein, qui vient en quelque sorte déconstruire l'idée ou l'image kantienne et newtonienne d'un espace et d'un temps pur, donné, en eux-mêmes, transcendantal, dans le vocabulaire d'Emmanuel Kant, ce qui veut à peu près dire a priori, ça ne veut pas dire transcendant chez Kant, transcendantal, et cet espace et ce temps ne sont plus a priori, précisément, chez Einstein, ils sont a posteriori, parce qu'ils sont réinterprétés comme des éléments dynamiques, comme des éléments qui sont eux-mêmes objets d'une activité discursive. On peut parler de l'espace et du temps. Ils ne sont plus la condition de possibilité, si vous voulez. Ils sont au contraire la finalité d'un certain discours. Ils réintègrent le giron des sciences de la nature. Alors cette théorie de la relativité restreinte, elle est doublement révolutionnaire. D'abord parce que pour la première fois dans l'histoire, on va fonder une théorie sur une symétrie, c'est-à-dire une invariance. Ça, vous voyez, c'est très important parce que un geste de révolution en science, c'est presque toujours une révolution quant à la nature de ce qui est énoncé sur le réel, mais aussi quant à la manière de le dire, c'est-à-dire quant à ce qui légitime l'énoncé en question. Et c'est précisément ce double geste que fait Einstein. Donc on légitime la proposition théorique à l'aide d'une invariance, ce qui s'est révélé très fructueux par la suite, en particulier en physique des particules. Et puis, à partir de là, on est conduit effectivement à des résultats extrêmement novateurs. D'abord, on comprend qu'il existe une vitesse absolue, indépassable, et qui n'est, dirais-je, que de façon contingente la vitesse de la lumière. En fait, c'est une propriété intrinsèque de l'espace-temps. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une constante de structure de l'espace-temps. Et je dirais même que dans n'importe quel monde comportant des lois, même si les lois étaient différentes de celles que nous connaissons, il y aurait une vitesse limite indépassable. C'est une propriété de l'espace-temps lui-même. C'est beaucoup plus fort comme proposition. Ensuite, Einstein comprend que finalement l'espace et le temps ne sont que le recto et le verso d'une même entité fondamentale qui est l'espace-temps. Et ça, ce que ça signifie, c'est qu'en fait, je peux transformer de l'espace en temps ou du temps en espace. Et quand je me mets en mouvement, quand je déplace ma main, là par exemple, eh bien ma montre se désynchronise légèrement par rapport à la vôtre,
c'est un effet fondamental de relativité restreinte, et ce que ça signifie en clair, c'est que les voyages dans le temps, au moins dans le futur, sont possibles. Chacun d'entre nous pourrait être encore vivant en l'an 10 000 ou en l'an 100 000 sur la Terre. On ne sait pas le faire techniquement parce qu'on manque de capacité d'ingénierie, mais du point de vue physique, du point de vue scientifique, ça ne pose aucun problème. Ce sont des questions qui sont comprises et réglées depuis longtemps. Et enfin, Einstein comprend E égale mc carré, ce qui est vraiment révolutionnaire, parce que E c'est l'énergie et m c'est la masse. Et l'égalité, là encore, ce que ça signifie, c'est la capacité de transmuer l'un dans l'autre. Mais ça ne va pas de soi, parce que l'énergie, ce n'est qu'une propriété. Si vous voulez, c'est quelque chose de secondaire, c'est un attribut, c'est un avoir. Alors que la masse, c'est quelque chose d'essentiel, c'est un inné, c'est quelque chose qui est lié à l'être. Et la capacité de changer l'un dans l'autre, ça veut dire que je peux, alors par provocation, je vais employer un vocabulaire religieux, je veux dire presque transsubstancier, vous voyez, une propriété en existence. Et de façon moins métaphorique, ce qui se passe dans un accélérateur de particules, c'est qu'on transforme du mouvement en existence. Vous êtes physicien, vous direz de l'énergie cinétique en énergie de masse. Mais ce que ça signifie réellement, c'est que vous transformez le mouvement des corpuscules incidents en existence matérielle, palpable de nouveaux corpuscules. Vous ne les créez pas ex nihilo, si vous voulez. Vous les créez ex energia, mais peu importe que ça vienne de l'énergie ou d'autre chose, vous ne conservez pas les particules élémentaires. Donc le vieil adage de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, est faux en termes de particules élémentaires. On peut créer et détruire des particules élémentaires. Les petites briques fondamentales du réel ne sont pas en nombre fixé. Alors, ces particules relativistes, émises par le pulsar que j'évoquais, ce sont aussi des médiateurs du cosmos. C'est-à-dire que dans la démarche que je nous propose de suivre ce soir, cette démarche d'humilité de notre capacité d'appréhension du monde qui nous entoure, on peut également utiliser ces particules pour voir émerger d'autres structures cosmiques. Je donne quelques exemples. Les rayons cosmiques chargés, par exemple, donc les noyaux d'hydrogène, d'hélium, de carbone, de fer, sont extrêmement intéressants parce qu'ils permettent de faire face à une question essentielle que l'astronomie optique ne peut pas résoudre. Existe-t-il quelque part dans l'univers des antimondes? Y a-t-il des antigalaxies avec des anti-étoiles? Ça, je ne peux pas le savoir avec la lumière, parce que les antiphotons, les antigrains de lumière, sont identiques aux photons. Donc je ne sais pas si je mesure un photon ou un antiphoton, c'est la même chose. Donc quand je vois une galaxie lointaine, je ne sais pas si c'est une galaxie ou une anti-galaxie. A contrario, les particules chargées qu'elle émet, les fameux rayons cosmiques que j'évoque à l'instant, sont discernables des anti-rayons cosmiques, que la charge électrique n'est pas la même. Et donc, grâce aux rayons cosmiques, je peux poser cette question de l'existence d'antimondes que je ne peux pas poser, ou à laquelle il est difficile de trouver une réponse, du point de vue de l'astronomie optique. Donc, vous voyez que là encore, d'autres médiateurs permettent de faire face à d'autres interrogations scientifiques fondamentales. Deux derniers exemples. Les neutrinos. Il y a un livre sur Majorana, j'ai vu là tout à l'heure, qu'il y a quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à ce type de problème. Les neutrinos sont des particules un peu fantomatiques, sans masse ou presque, sans charge, sans couleur. Ça signifie que les neutrinos n'interagissent presque pas avec leur environnement. Les neutrinos traversent les planètes pratiquement sans interagir avec elles, sans être arrêtés par elles. Ça, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire qu'ils conservent l'empreinte de ce qui les a produits. Quand nos yeux scrutent le Soleil, nous ne voyons que sa surface. On ne voit qu'une peau ou une pelure d'étoiles. On ne voit pas le lieu des réactions thermonucléaires, là où chaque seconde, 400 millions de tonnes d'hydrogène sont brûlées en hélium. On ne voit pas ça. La lumière, on ne voit que la pelure du Soleil. Alors je sais bien, dans une posture d'ailleurs très stoïcienne, Paul Valéry, souvent cité par Deleuze, aimait à rappeler que le plus profond, c'est la peau. Mais derrière cette peau, il y a quand même un corps. Voilà. Un corps, fut-il sans organes, comme dirait Artaud, mais au moins un corps nucléaire qui est le cœur et le lieu de l'investigation astrophysique. Et ça, les neutrinos permettent de le voir en quelque sorte directement. Et dernier exemple de ces autres médiateurs du cosmos qui révèlent d'autres visages de l'univers, les ondes gravitationnelles qui ont été au cœur de l'actualité il y a quelques mois. Alors les ondes gravitationnelles, ce sont des petits tressaillements fugaces de la métrique, c'est-à-dire de la géométrie de l'espace-temps. Détecter les ondes gravitationnelles, c'est voir en quelque sorte Cosmos
l'univers avec des yeux de géomètre. C'est un peu réaliser quelque chose du projet platonicien, pourrait-on dire. Alors, ces ondes de gravité, elles sont prédites par la grande théorie d'Einstein, la relativité générale qui prolonge la relativité restreinte que nous évoquions tout à l'heure. La relativité générale montre que l'espace, et le temps d'ailleurs, est capable de se distordre ou de se distendre eu égard à la présence des corps. C'est-à-dire que les masses vont influer sur l'espace. L'espace va être infléchi par l'existence de matière. Mais ça a une portée philosophique très profonde. Ça signifie véritablement que l'espace est un champ comme les autres. Si vous voulez, pour Newton, le monde, c'est d'une part l'espace et le temps en tant que contenant, et d'autre part les objets physiques, ce qu'on appellera plus tard les champs, en tant que contenu. C'est la disjonction ontique fondamentale, le contenant et le contenu. L'espace-temps d'un côté, les champs, fussent-ils quantiques, d'un autre côté. Ce que comprend Einstein, ce qu'il met en œuvre, c'est en réalité une unification extraordinaire en découvrant que l'espace-temps est lui-même un champ physique. L'espace-temps est en évolution. Nous sommes des vaguelettes sur un raz-de-marée. L'espace-temps, c'est le raz-de-marée. Il est très difficile de l'infléchir, mais il est fondamentalement une vague comme les autres. Une vague dont les constantes de structure sont si élevées qu'il est effectivement très délicat de tenter de l'arrêter ou de le distordre. C'est pourquoi je le nomme tsunami et non pas petite vaguelette telle que nous-mêmes sommes avec nos propres champs quantiques. D'ailleurs, je fais une parenthèse épistémologique, puisque c'est quand même un peu le thème, de quelques secondes. Ces ondes gravitationnelles ont été, je trouve, l'occasion de beaucoup d'erreurs dans leur traitement médiatique. D'abord, on a dit que c'était une découverte, ce qui est faux. Les ondes gravitationnelles ont été découvertes il y a 40 ans, le prix Nobel a été donné il y a 20 ans pour ça. On a observé dans un système binaire de pulsars une évolution de la période orbitale qui a été expliquée par les ondes gravitationnelles. Donc ça c'est pas vrai, on avait déjà des indications extrêmement fortes de leur existence et absolument personne n'en doutait. Jamais vu un seul physicien douter de l'existence d'ondes gravitationnelles. Ensuite, on a dit que c'était une mesure directe, alors que le système de pulsars binaires que je viens d'évoquer était une mesure indirecte. Mais ça n'a pas beaucoup de sens au niveau épistémologique. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on a vu réellement dans l'interféromètre LIGO aux États-Unis? On a vu un très léger changement de contraste de la frange noire de l'interféromètre de Michelson. C'est pas une onde de gravité, ça. C'est ça qu'on a vu. Et on l'a interprété comme le passage d'une onde de gravité parce que compte tenu des caractéristiques spectrales du signal, c'était la meilleure interprétation. Exactement comme avec le système binaire de pulsars. On ne voit pas directement l'onde, on voit un phénomène. Et quand on a une explication qui est bien meilleure que toutes les autres, eh bien on considère qu'on a effectivement mis en évidence ce qui sous-tend cette explication. Et puis évidemment, la plus grosse erreur, c'était de dire qu'on avait prouvé la théorie d'Einstein. D'abord parce que les ondes de gravité n'ont pas un statut central dans la théorie d'Einstein. Il y a beaucoup de prédictions qui avaient déjà été corroborées. Et puis parce que, comme on le sait depuis Karl Popper, on ne prouve jamais une théorie scientifique. Pour prouver une théorie scientifique, il faudrait réaliser l'infinité des expériences qui la mettent à l'épreuve, réaliser chacune d'elles avec une précision infinie, ce qui est doublement impossible. Moi, quand mes étudiants en physique me demandent en première année, mais monsieur, est-ce que ça on l'a démontré? En physique, en maths, c'est autre chose. Je leur dis, mais si vous voulez des certitudes, faites de la théologie. Nous, en physique, en sciences de la nature, on n'a jamais de certitude. Aucune théorie en sciences de la nature n'a jamais été démontrée et aucune ne le sera jamais. Et heureusement, c'est précisément cette conscience de la fragilité qui fait que notre posture est scientifique. C'est parce qu'on sait que tout ce qu'on dit peut-être est réfutable en doute et sera vraisemblablement réfuté dans un futur fini que nous sommes des scientifiques. C'est un des éléments constitutifs de la science, cette acceptation de la temporalité. Alors ces ondes de gravité révèlent d'autres visages du cosmos. Elles permettent de sonder d'autres phénomènes, d'autres manifestations de la courbure de l'espace-temps, par exemple des processus cataclysmiques ou catastrophiques, en l'occurrence, dans ce qui a été vu il y a quelques mois, la coalescence de deux trous noirs, et ça c'est quelque chose d'une très très grande beauté. Pour la première fois dans l'histoire, on a vu les phénomènes de relaxation de l'horizon d'un trou noir, qu'on appelle les modes quasi-normaux, et ça, effectivement, c'est une avancée absolument majeure. Donc, on n'a pas prouvé la théorie d'Einstein, on n'a pas observé pour la première fois les ondes gravitationnelles, mais on a mis en place une astrophysique relativiste qui n'existait pas jusqu'alors, et on a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers. C'est un peu, comme dit mon ami Hubert Reeves, comme si nous étions doués d'un nouveau sens. Et ça, c'est quand même génial. Voilà. Bon, j'espère vous avoir convaincu qu'au contraire d'un monde
désenchanté ou désincarné, comme on le dit parfois. L'astrophysique contemporaine révèle plutôt un cosmos diapré, foisonnant, polychrome, peut-être même un peu plurivoque ou polysémique, mais ça on y reviendra tout à l'heure. C'est qu'un peu magique tout ça, parce qu'il ne va pas de soi que la science de l'univers soit possible. Moi, je dirais que si on m'avait posé la question a priori, est-ce que la cosmologie a un sens? J'aurais dit non. Parce que l'observateur fait partie du système qu'il étudie, ce qui est très mauvais. En physique, on essaye de se distancier de l'objet d'étude pour ne pas interagir avec lui. Alors, fort heureusement, on a quand même une faible capacité d'interaction sur l'univers, vu la vitesse, comme on disait tout à l'heure, avec laquelle on est en train de saccager notre planète et de réduire effectivement à néant l'exceptionnelle diversité et biodiversité qui la peuplait. Il est plutôt rassurant que nous n'ayons pas le même pouvoir à l'échelle de l'univers. Mais en termes philosophiques, c'est quand même gênant, parce que ça signifie qu'on ne peut même pas, en tant qu'expérience de pensée, s'extraire de l'univers. Et quand je parle de la galaxie, je ne peux pas sortir non plus. Mais je peux faire l'expérience de penser d'être sur Andromède et de regarder la Voie lactée. Je ne peux pas le faire, mais je peux le penser. Alors que je ne peux même pas penser m'extraire de l'univers par définition de l'univers. Quand même un statut un peu particulier. Ensuite, l'expérience est irreproductible. Je ne peux pas relancer l'été. Je n'ai qu'un Big Bang. Et ça, c'est complètement orthogonal au processus d'inférence des lois qui est à l'œuvre en physique. Comment savoir ce qui relève de la nécessité et le distinguer de ce qui relève de la contingence alors même que j'ai une seule expérience? C'est très difficile. Pire encore, que faire des conditions initiales? Et les conditions initiales, c'est essentiel en physique. Si je vous dis où va atterrir cet objet, vous ne pouvez pas en répondre, même si vous êtes physicien. Il vous manque une donnée. La donnée est comment je le lance. Le mathématicien dirait que c'est le problème de Cauchy. Il faut donner les conditions initiales à notre système d'équations différentielles. Et ça, c'est toujours antérieur ou extérieur à l'expérience. La loi de Newton ne vous donne pas les conditions initiales. C'est vous qui les donnez. Quand vous étiez lycéen, on vous donnait les conditions initiales. Et alors, vous pouviez calculer la position finale. L'ennui, c'est que pour le système univers, il n'y a ni antériorité, ni extériorité. Alors, comment fixer les conditions initiales? Il faut en quelque sorte trouver un modèle qui fixe lui-même ses propres conditions initiales. Et la petite magie, c'est qu'en dépit, ou même peut-être grâce finalement à ses spécificités, depuis une vingtaine d'années, dirais-je, la cosmologie est devenue non seulement une science, faisons pour le moment comme si on savait ce que ce mot signifie, et même une science de précision, puisqu'on connaît aujourd'hui l'âge de l'univers, la masse volumique de l'univers, la vitesse d'expansion de l'univers, etc., avec des précisions de l'ordre du %, ce qui est remarquable. On connaît à certains égards l'univers mieux que notre planète, la Terre. Alors les piliers de cette cosmologie sont assez nombreux, mais évidemment les deux plus fondamentaux, c'est d'une part l'observation du début du XXe siècle, celle de la récession des galaxies. Chaque point de l'univers à grande échelle s'éloigne de chaque autre, et ça, c'est très intéressant du point de vue relativiste, parce qu'on pourrait dire, avec un peu de provocation, que les galaxies s'éloignent sans bouger. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, ce ne sont pas les galaxies qui bougent, c'est l'espace lui-même qui est en train d'enfler. Et une fois qu'on a intégré la révolution einsteinienne, c'est-à-dire la relativité générale, une fois qu'on a compris que l'espace était lui-même un objet physique en évolution, il n'y a plus rien de surprenant à comprendre que l'éloignement des galaxies, c'est en fait le mouvement propre de l'espace qui l'induit, et non pas le déplacement des galaxies elles-mêmes, qui est une toute petite correction négligeable à grande échelle. Et puis le deuxième pilier fondamental de la cosmologie moderne, c'est le rayonnement fossile que j'évoquais rapidement tout à l'heure, cette image relique des quelques instants à l'échelle cosmologique, c'est quelques centaines de milliers d'années, qui suivirent le Big Bang primitif. Et aujourd'hui, on observe des petites fluctuations dans ce rayonnement cosmologique. Et les petites fluctuations de densité, c'est ce qu'on appelle, enfin les ondes de densité, c'est ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours des ondes acoustiques. Donc c'est sans aucune métaphore qu'on peut énoncer qu'on écoute l'univers primordial, et vous savez que le timbre d'un instrument de musique nous informe sur sa facture, et c'est ce qui est à l'œuvre ici, à partir de la structure harmonique des ondes acoustiques dans l'univers primordial, il est possible de connaître extraordinairement bien sa nature, et on est même en ce moment même, là, aujourd'hui, en train de tester des modèles qui décrivent le cosmos quelques milliardièmes de secondes seulement après le Big Bang, parce que ces modèles ont encore des empreintes, des conséquences, des traces, des signes dans le flux cosmologique. Donc cette démarche
d'écriture de notre grande histoire. Et depuis peu de temps, il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire ça, alors que du point de vue de l'évolution des espèces, on a progressé, bien sûr. Mais il y a 20 ans, le paradigme était déjà en place. Du point de vue de la cosmologie, nous sommes dans une science jeune pour ce qui est de son... Enfin, la science est ancienne, mais le modèle contemporain est relativement jeune. Jusque-là, tout va bien. Mais les choses sont un peu plus compliquées que ça, et c'est précisément une des raisons pour lesquelles c'est de la science. On a des problèmes et nous n'avons pas à en rougir. Alors, les problèmes qu'on rencontre sont essentiellement des problèmes d'obscurité. D'abord, on a le problème de ce qu'on appelle les trous noirs. Bon, les trous noirs, en physique relativiste, on sait à peu près les gérer, on les comprend assez bien, ils font partie du bestiaire de l'astrophysicien, mais il y a quand même des difficultés assez insurmontables. Par exemple, on ne comprend pas comment ils peuvent être simultanément les objets les plus simples et les plus complexes de l'univers. La thermodynamique, la loi de la chaleur et la relativité, la loi de l'espace-temps, nous donnent des résultats contradictoires. Et aujourd'hui, personne n'a de réponse consensuelle à cette question. Mais il y a plus grave encore. Il y a ce qu'on appelle le problème de la matière noire. La matière noire, c'est quand même quelque chose qui empêche de dormir tout physicien qui se respecte, à savoir le fait que l'essentiel de la masse de l'univers est de nature inconnue. Et c'est pire que ça. On a même pu montrer que cette matière noire ne pouvait pas être composée des particules identifiées dans le cadre de notre compréhension de l'infiniment petit. Vous voyez, c'est à la fois un paradoxe de cosmologie et un paradoxe de physique des particules. Et puis, la dernière grande pierre d'achoppement de la cosmologie, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. L'expansion de l'univers n'est pas un problème. C'est la prédiction d'Einstein qui est effectivement observée. Mais on observe une expansion de plus en plus rapide. On observe une accélération de l'univers. Et ça, c'est problématique, parce que la gravité est attractive. Comment une force attractive et donc une force de freinage peut-elle entraîner une accélération? Il y a une aporie. Aporos, en grec, c'est quand le chemin s'arrête. Donc il faut partir en forêt, il faut partir en prairie et trouver effectivement des chemins de traverse. Et le chemin de traverse qui nous vient à l'esprit, c'est peut-être une des constructions du microcosme. Parce qu'on sait, d'ailleurs Platon, Timée l'avait proposé, que la compréhension du macrocosme ne peut passer que par une meilleure ou une bonne compréhension du microcosme. Il faut maîtriser l'infiniment petit pour décrire correctement l'infiniment grand. Et peut-être, l'infiniment petit n'est pas ce qu'on croyait naïvement. Peut-être en réalité, les particules élémentaires sont-elles plutôt des cordes fondamentales. Alors, il nous reste près de 10 minutes de science avant d'en venir à la philosophie. Je voudrais hiérarchiser les savoirs. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant était de la physique bien connue, bien comprise et consensuelle. Je ne dirais pas certaines ou démontrées, ce sont des mots tabous en science, mais mises à l'épreuve expérimentalement et entérinées par des décennies, voire des siècles d'expériences concluantes. Ce que je vous dis à partir de maintenant, dans mes 5 ou 10 dernières minutes, est de la physique spéculative, tout aussi sérieuse, mais non encore corroborée par l'expérience. Donc c'est quand même très important. Moi je pense qu'il y a une gradation, si vous voulez. Il n'y a pas de différence de nature, parce que toute pensée scientifique est spéculative. Mais c'est très important quand même de hiérarchiser le savoir. Le niveau de spéculation pour la théorie d'Einstein ou la mécanique quantique est infiniment plus faible que pour la théorie des cordes que je vais décrire maintenant et qui ne jouit pas de la moindre corroboration expérimentale. Donc ce n'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré, mais ce degré change beaucoup de choses. Donc je voulais faire cette remarque introductive pour ma conclusion. Alors cette théorie des cordes, elle est très belle mathématiquement. Elle permet d'unifier toutes les particules élémentaires, elle permet d'unifier les interactions, elle permet de réinterpréter les différentes particules comme différents modes de vibration des cordes fondamentales, un peu comme une corde de violon qui, suivant la position des doigts sur le manche, peut générer toutes les notes de la gamme chromatique. Mais elle est un peu délicate à mettre en œuvre, parce que la théorie des cordes prédit par exemple que l'espace dans lequel nous vivons doit avoir 9 dimensions. Ce qui n'est pas en adéquation parfaite avec notre expérience quotidienne. Tiens, je vais d'ailleurs me permettre à ce stade une deuxième parenthèse épistémologique, puisqu'on est là pour ça, et vous montrer quand même que la vision poppérienne des sciences a ses limites. Karl Popper, c'est un grand épistémologue. D'ailleurs, c'est moins Popper lui-même qui est en cause que l'acception caricaturale que font certains scientifiques de Popper. Donc, voilà, n'incriminons pas le roi, mais plutôt ses disciples, comme souvent d'ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la vision poppérienne, vous savez, une proposition est scientifique si elle est falsifiable.
Jusque-là, d'ailleurs, tout va bien. C'est-à-dire si on peut la mettre en défaut, si on peut la réfuter, la récuser par une expérience. Mais l'acception simpliste que certains physiciens en font, c'est l'idée qu'il suffit d'une expérience qui mette en défaut une théorie pour que la théorie doive être récusée, et hop, on passe à autre chose, on s'intéresse à un nouveau modèle. Ça ne se passe pas comme ça. C'est faux. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Et je vous donne l'exemple de la théorie des cordes. Donc là, tant pis, je fais une longue parenthèse, en fait, mais de nature sociologique. La théorie des cordes est étudiée dans toutes les grandes universités du monde, par tous, non pas par tous, mais par une grande partie des meilleurs physiciens théoriciens du monde. Tous les postes de pouvoir, à Princeton, à Stanford, à l'Institut des hautes études scientifiques, à l'École normale supérieure, presque partout, tous les postes clés en physique théorique de cette nature, c'est-à-dire liés à l'étude des interactions fondamentales, sont trustés par les théoriciens des cordes. Donc ces gens, soyez-en certains, ne sont pas des abrutis. Soyez-en certains. Et pourtant, la théorie qu'étudie ces gens, la théorie des cordes, prédit que l'espace a 9 dimensions. Ben, c'est faux. L'espace a 3 dimensions, c'est pas X, Y, Z. Donc la théorie est réfutée et on n'en parle plus. Et pourtant, ça fait 45 ans que ça dure. Ben oui, mais ils se sont dit non, la théorie est trop belle. Donc les dimensions, elles doivent être là, mais on ne les voit pas. Ah ben, c'est un échappatoire. On dit elles sont là, mais elles sont toutes petites. Et donc on garde la théorie. Certes. Deuxième prédiction de la théorie des cordes. Le monde doit être supersymétrique. J'y reviendrai tout à l'heure. En un mot, ça veut dire que pour chaque particule identifiée, il doit y avoir un partenaire de nature différente. Mais ce n'est pas le cas. La physique des particules montre que ces partenaires n'existent pas. Deuxième falsification de la théorie des cordes. Oui, mais ils ont dit finalement, cette supersymétrie, elle n'est vraie qu'à très haute énergie. Nous, on voit le monde à très basse énergie. Donc, on peut quand même sauver la théorie. Bien. Troisième prédiction de la théorie des cordes. La constante cosmologique, qui est un terme qui intervient dans les équations d'Einstein, doit être positive. On n'a qu'une chance sur deux pour un nombre réel, positif ou négatif. Donc, prédiction claire. Je crois que j'ai dit l'inverse de ce que je voulais dire. La prédiction claire de la théorie des cordes est la constante cosmologique doit être négative, espace antidocitaire. Pas de chance. On le mesure quelques années après et elle est positive. On a fait une chance sur deux. On vit dans un espace docitaire, avec une constante cosmologique positive. Oui, mais bon, ça c'était une prédiction d'Edward Wheaton, qui est à Princeton, ou à Princeton, ils sont très droits. Mais à Stanford, sur l'autre côte des États-Unis, il y a André Lindow, il y a Renata Kalosh, qui ont une vision de la physique différente, et qui sont tout aussi doués et tout aussi légitimes, et eux ont réussi à enrouler les membranes d'une manière à stabiliser même les espaces de type docitaire, et ont une nouvelle fois sauvé la théorie. Quatrième prédiction de la théorie des cordes. On doit observer des statistiques curieuses, on appelle ça non gaussiennes en physique, dans le fond diffus cosmologique. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait des bruits qui futaient de l'expérience Planck, comme quoi on les observait effectivement, mais pas de chance. Quand les données ont été bien analysées, on n'en a vu aucune. Les statistiques sont parfaitement gaussiennes. Quatrième falsification de la théorie des cordes. Oui, mais parmi tous les champs de modules qui créent ces statistiques bizarres, si en fait il y en a un seul qui domine beaucoup les autres, bah, c'est pas si étonnant de ne pas les voir. Donc vous voyez, ce que je viens de vous montrer par ces petits exemples un peu caricaturaux, mais j'ai peu de temps, c'est que l'idée qu'une expérience unique peut falsifier une théorie et mettre la théorie définitivement à l'écart est factuellement fausse. Ça ne se passe pas comme ça. Sinon, je pourrais dire, les courbes de rotation des galaxies ne sont pas expliquées par la relativité générale. Donc la théorie d'Einstein est effectivement invisitable. Alors ce multivers, il apparaît dans le cadre particulier de la théorie des cordes et de l'inflation, mais pas seulement. Il apparaît aussi dans le cadre de la gravité quantique à boucle, il apparaît même dans le cadre de la relativité générale et de la mécanique quantique, qui sont des théories physiques beaucoup mieux comprises. Et je voudrais vous donner un seul exemple de sa fructuosité intellectuelle. Posons-nous cette question lancinante de cosmologie. Pourquoi le monde semble-t-il si extraordinairement bien adapté à l'existence de la complexité? Disons de la vie en général, mais bien au-delà de la vie, de la complexité. Alors on peut se dire que c'est parce qu'on a eu beaucoup de chance. Parmi l'infinité des lois physiques possibles et des constantes physiques fondamentales possibles, la nature a choisi la quasi-unique solution qui permet l'existence d'un monde complexe. C'est possible, mais c'est quand même peu probable, parce que d'un point de vue mathématique, on dirait presque que c'est un sous-espace de mesure nulle. Et la probabilité de tomber dessus, d'ailleurs, au terme strictement mathématique, est effectivement nulle par conséquent. Donc c'est quand même une explication assez peu convaincante. La deuxième explication possible, c'est celle du dessin intelligent. De dire, bah, c'est comme ça parce qu'un grand architecte a organisé les choses pour que la vie existe. Ça aussi, c'est possible, mais ce n'est pas une explication scientifique. C'est Dieu, hein, pour le dire clairement. Ce n'est pas une explication scientifique. Je ne veux pas dire qu'elle est fausse, mais elle n'est pas scientifique.
Et la troisième explication simple, bah, c'est celle du multivers. Si vous avez une grande diversité, voire une infinité d'univers, alors il est tout à fait normal que certains d'entre eux permettent l'existence de la complexité. Et comme nous-mêmes, nous sommes des structures complexes, nous nous trouvons naturellement dans l'un d'entre eux. C'est absolument pas téléologique, il n'y a rien de finaliste là-dedans, ni théologique, puisque Dieu ne fait pas partie de l'affaire. C'est au contraire un simple effet de biais de sélection, de la même manière que dans notre univers, on est sur une planète tellurique, ça veut dire dure, hein, qui est à une distance appropriée d'une étoile. Bah oui, bien sûr, en tant qu'organisme vivant, évidemment, on n'est pas au cœur d'une étoile à neutrons. C'est pas un principe de supersélection théogonique. C'est uniquement parce que ce que nous sommes fait qu'on ne peut pas se trouver n'importe où. Et ce biais de sélection, il faut en tenir compte quand on reconstruit l'environnement global de l'univers. Donc peut-être faut-il aussi en tenir compte quand on reconstruit l'environnement global du multivers. Bon. Ça, c'était mon tour d'horizon, rapide, trop rapide, de la cosmologie. Maintenant, prenons un tout petit peu de temps pour en venir à une interrogation un peu plus philosophique. Enfin, philosophique, c'est un grand mot pour ce que je vais vous dire, hein, disons juste un petit peu plus distancié, voilà, sur ce qu'on est en train de faire. Et donc la question que je nous propose de parcourir, et à laquelle bien sûr je n'ai pas la réponse, et qu'on va poser de façon un peu provocatrice, c'est bah, tout ce que je viens de vous dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vous ai dit la vérité? Et je trouve que cette question n'est pas très simple, et d'ailleurs j'ai été très étonné, mais finalement heureusement surpris, parce que ça a montré que mon tout petit travail, qui est dérisoire hein, par rapport à de grandes œuvres épistémologiques sur la question, a du sens, parce qu'il y a des physiciens que cette question dérange. Il y a des physiciens à qui ça fait extrêmement peur qu'on s'interroge sur le statut de la vérité. Moi je crois qu'il ne faut jamais avoir peur des questions. C'est vrai, il faut avoir peur de certaines réponses. Parce qu'à toute question, il y a des réponses scandaleuses, ineptes, et qu'il faut combattre. Mais poser la question et essayer de finalement comprendre que le plus grand danger, ce n'est peut-être pas les réponses ineptes. Le plus grand danger, c'est le refus catégorique de la possibilité de la question. Vous savez, Derrida voulait faire de l'université le lieu des questions sans condition. Il y a un tout petit livre d'ailleurs qui s'appelle L'université sans condition. C'est le lieu où il faut pouvoir poser toutes les questions. Pas donner toutes les réponses, ça c'est sûr, mais poser toutes les questions. Et moi j'aime assez le fait qu'on puisse sanctuariser la pensée, c'est-à-dire qu'aucune question n'est interdite, et celle de la vérité en science, je crois, doit être posée. Alors, commençons par une remarque triviale. Bah oui, on dit la vérité. Enfin, moi je crois ne pas vous avoir menti. En tous les cas, jusqu'au multivers, après, je ne suis pas bien sûr, mais jusqu'au multivers, je crois ne pas vous avoir menti. Et je crois avoir dit des choses vraies et réelles sur le monde qui nous entoure. Mais enfin, quand même, on ne peut pas faire l'économie d'un petit regard historique. Cette impression d'être enfin dans la vérité, toutes les civilisations l'ont eu avant nous. Alors peut-être, hein, peut-être qu'elles se sont toutes plantées, mais que nous, aujourd'hui, au début du XXe siècle, bah, pour la première fois dans 4 milliards d'années d'évolution de la vie sur Terre, on a enfin trouvé la vérité. C'est possible. Mathématiquement, c'est possible. Mais enfin, quand même, culturellement, ça serait une sacrée veine. On aurait quand même une sacrée chance. Et je voudrais juste prendre un exemple, puisque je l'évoquais tout à l'heure, autant y revenir, c'est celui de Platon. Parce que quand Platon écrit donc le Timée, qui est son ouvrage cosmologique, hein, le Timée qui ambitionnait avec le Critias et l'Hermocrate de former une trilogie quant à l'origine du monde, de la société et de l'humanité, le troisième n'ayant jamais été écrit d'ailleurs, il n'y a pas eu le temps, fait partie d'un genre qu'on appelle Periphuseos, donc les écrits sur la nature. Mais croyez-moi, pour ceux qui ne sont pas philosophes, hein, sachez bien, parce que les autres le savent bien sûr, mais que Platon, ici, ne se pense pas du tout en tant que poète. C'est exactement l'inverse. Platon veut prendre le relais d'Hésiode. Vous savez, la grande théogonie d'Hésiode qui commençons par invoquer les muses de l'Hélicon, les muses qui habitant cette grande et céleste montagne dansent d'un pas léger autour de la noire fontaine de l'autel du puissant fils de Cronos et baignant leurs membres délicats dans les ondes du Permès, de l'Hippocrène. Il faut que je m'arrête, hein. Ouais, non, faut que je m'arrête. Et donc Platon n'est pas du tout avec Hésiode. Au contraire, il ambitionne de mettre en place cette transition, ce que Vernon appelle la rupture d'une pensée par image vers une pensée par concept. Donc il s'agit véritablement de faire ce que nous pensons faire aujourd'hui en tant que scientifiques. C'est-à-dire, pour le dire de façon caricaturale, mais c'est quand même ça le projet platonicien, d'arrêter la licence poétique et d'aller vers la vérité.
Sachant quand même que dans le Timée, Platon est très prudent, ce qui ne lui ressemble pas toujours. Hein, donc il le dit bien, ce récit ne peut être que vraisemblable. Donc il prend des pincettes. Quand il s'agit quand même de l'origine du monde, on se doit de prendre des pincettes. Et il est vrai qu'il met en place les rudiments de la méthode scientifique. Luc Brissot, un des grands traducteurs de Platon, avec qui moi j'en ai parlé très souvent, montre bien qu'il y a quelque chose ici qui a lieu pour la première fois dans l'histoire. On essaye de mettre en place une structure causale dans l'évolution des phénomènes, et surtout on recourt aux mathématiques, ce qui n'est quand même pas un détail dans l'avènement d'une pensée scientifique. Et pourtant, si on oublie tout ce beau geste et ce beau discours, parce que le terme littéraire, je trouve aussi merveilleux, et si on oublie tout ça et qu'on en reste aux faits, c'est tout faux. Tout ce qui est dit dans le Timée est faux. Il n'y a rien de vrai du point de vue de la physique contemporaine. Donc ça laisse quand même rêveur. Vous voyez, cette rupture dont nous pensons parfois naïvement être les acteurs. Hein, on arrête la poésie, ce qu'il ne faut surtout pas faire, hein, évidemment. On arrête la poésie et on passe à la pensée conceptuelle, scientifique, sérieuse. Eh bien, cette impression, elle a eu lieu 5 siècles avant Jésus-Christ, et c'était tout faux. Donc il faut quand même faire attention, et je crois que, en ce qui me concerne en tout cas, la première invitation à laquelle je veux nous convier est celle, une nouvelle fois, de l'humilité. Alors, avant de se demander si la science est vraie, il faut quand même commencer par se demander ce qu'est la science. Alors c'est une question abyssale, donc tenter d'y répondre en 3 minutes, c'est perdu d'avance, mais tant pis, je vais quand même le faire. Et je voudrais commencer par vous montrer que les visions caricaturales ne marchent jamais. Donc on pourrait d'abord se dire, puisque je le disais, hein, Platon recourt de façon systématique aux mathématiques, que finalement la science c'est ça, c'est ce qui recourt aux mathématiques. Vous savez que Galilée disait que le réel, la nature est écrite en langage mathématique, et d'un certain point de vue, Einstein n'était pas loin de le dire non plus, en disant que les tenseurs connaissent mieux la physique que le physicien lui-même. Donc c'est incontestable, les mathématiques jouent un grand rôle en physique. Et pourtant, alors je n'irai même pas jusqu'aux sciences humaines, parce que là il est sûr que les mathématiques ne jouent pas un grand rôle, mais même dans d'autres sciences de la nature. Je pense par exemple, on parlait tout à l'heure en marchant dans ce magnifique muséum, d'éthologie, l'étude des comportements animaux. Le rôle des mathématiques en éthologie, je vous promets qu'il est extrêmement faible, et qui contesterait que l'éthologie est une science. Donc le recours aux mathématiques, peut-être, dans certaines branches de la science, mais c'est probablement pas une définition universelle suffisante, ni même nécessaire, la preuve. Ensuite, on pourrait se dire, oui, mais la science, c'est la capacité de prévoir. Et c'est vrai. Vous savez que Thalès, suivant le récit d'Hérodote, est devenu célèbre parce qu'il avait prévu une éclipse. Et bien sûr, une prédiction est toujours plus impressionnante qu'une post-diction. Donc la capacité de prévoir, c'est très bienvenu en science. Et ça fiabilise une démarche. Mais là encore, et le mathématicien René Thom le disait, expliquer n'est pas prévoir. Et en fait, je peux prédire la position de la trotteuse de ma montre dans 3 secondes avec une excellente précision, sans avoir rien compris du fonctionnement de son mécanisme, sans rien connaître du fonctionnement de son mécanisme. Et la physique est quand même, je crois, c'est pas qu'heuristique. Voilà. Il y a quand même une dimension ontologique, on a quand même envie de dire quelque chose de ce qui se passe, et pas seulement de pouvoir annoncer les phénomènes. Alors on pourrait se dire, la science, finalement, c'est le lien avec l'expérience. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un lien organique entre la science et la capacité de faire une manip et une mesure. Sauf quand même en mathématiques, ce qui est un peu gênant. Parce que si on a une définition de la science qui exclut la reine des sciences, je pense que c'est un petit peu embêtant. Et en plus, une expérience, vous savez, c'est quelque chose de compliqué. Il n'y a jamais d'expérience pure, il n'y a jamais de vision pure. Si je vous dis, voilà, je fais tomber mon stylo, et puis je refais la même expérience. Une amie à moi m'a dit récemment, il n'y a jamais un cours ou une conférence d'Aurélien sans qu'il fasse tomber quelque chose. Donc voilà, je n'ai pas fait exprès, mais je crois que c'est vrai. En fait. Et là, j'ai dit, j'ai refait 2 fois la même expérience, n'est-ce pas? Et j'ai vu, si j'ai bien observé, qu'il est tombé les 2 fois de la même manière. Mais qu'est-ce qui me permet de dire que j'ai refait la même expérience? L'état mental de ce que vous étiez en train de penser entre la première fois et la deuxième fois n'était évidemment pas le même. Les SMS que certains d'entre vous ont reçus entre les 2 fois n'étaient pas les mêmes. Les voitures qui roulent dans la rue n'étaient pas les mêmes. Donc quand je dis que j'ai refait la même expérience, c'est parce que j'ai déjà décidé que la chute du stylo était indépendante de l'état neuronal des personnes qui se trouvent dans cette pièce. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai, mais comment je sais que c'est vrai? Parce que j'ai un modèle, parce que je vis déjà dans un paradigme. Donc vous voyez, il n'y a pas d'expérience pure. L'expérience, elle ne parle, elle ne se révèle déjà en tant qu'expérience parce que j'ai un cadre de pensée qui est donné. Donc il y a une intrication subtile entre l'expérience et
le paradigme, le modèle théorique ou théorétique dans lequel on tente de la mettre en vie. Alors moi, ce que je nous proposerais, non pas comme définition en fait, mais comme jalon, disons, dans la direction de la pensée scientifique, c'est de la ressentir comme une sorte de tension. Alors une tension entre quoi et quoi? Eh bien, je dirais d'une part entre une liberté extraordinaire, presque démiurgique, peut-être même parfois supérieure à celle des artistes, et d'autre part une factualité terrible qui s'impose à nous. Alors qu'est-ce que je veux dire? Liberté, alors d'abord je commence par un exemple très, très facile et de peu de portée. On sait, n'est-ce pas, que grâce à la loi de Newton, la Terre attire la Lune. Et si on est un peu scientifique, on sait qu'elle l'attire proportionnellement au produit des masses et à l'inverse du carré de la distance. Ça c'est la théorie de Newton. La Terre attire la Lune. Moi je vous dis c'est pas vrai, c'est faux. Voilà la théorie de Barrow. La Lune, en fait, il y a un fantôme de la Terre qui est de l'autre côté et qui repousse la Lune. Pareil, proportionnel au carré, à l'inverse du carré des distances et au produit des masses. Ces deux théories conduisent exactement aux mêmes équations du mouvement. Les équations différentielles produites par ces deux théories sont strictement les mêmes. Donc aucune expérience ne pourra jamais les discerner. Mais en termes ontologiques, quand est-ce que ça décrit du réel, de la structure en tant que telle du réel, c'est pas du tout les mêmes théories. Donc là, ce que je dis est philosophiquement très bien connu, c'est que les théories sont sous-déterminées par les faits. D'accord? Il faut choisir entre les deux. Vous allez me dire, dans ce cas, le choix est évident, parce que l'une est plus simple. Oui, c'est vrai. Dans ce cas, le choix est évident. Mais le critère de simplicité, ce qu'on appelle parfois le rasoir d'Occam, est extrêmement mal défini. Il n'y a pas de critère algorithmique systématique de simplicité. D'ailleurs, tiens, je vous donne un exemple. Pas trop de digression, il ne faut pas que je fasse trop de digression. Je vous donne un exemple, le multivers, que j'évoquais tout à l'heure. Moi, j'ai vu des physiciens le réfuter parce qu'il ne satisfaisait pas au rasoir d'Occam. Donc c'est plus simple d'avoir un seul univers, donc je ne veux pas qu'il y en ait plusieurs. Ok? Moi, j'ai vu des physiciens le défendre au nom du rasoir d'Occam et de la simplicité. Pourquoi? Parce que nos théories les plus simples produisent un multivers. Il faut complexifier les théories pour qu'elles ne fassent pas de multivers. Alors, elle est où la simplicité? Simplicité du côté des conséquences ou simplicité du côté des prémices? Oui, c'est mal défini. C'est pas suffisant, la simplicité. Donc, on a cette première liberté. La deuxième liberté, c'est que toute théorie, et là, Popper a raison, qui n'est pas encore réfutée, est acceptable. Et quand on fait, si on ne s'intéresse pas à la science ossifiée, mais à la science en train de se faire à la recherche, j'ai une extraordinaire diversité de théories concurrentes qui ont évidemment un contenu fondamental et radicalement différent les unes des autres, qui sont simultanément en accord avec l'expérience. Alors bien sûr, on va se dire, oui, mais parmi ces théories, l'expérience va venir trancher. C'est comme les Highlanders, à la fin, il va en rester qu'un. Mais non, parce qu'en fait, celui qui va rester n'est probablement même pas dans cette théorie-là. Il est très probable que je ne l'ai même pas aujourd'hui, la théorie ultime. Donc en fait, à la fin, elles vont toutes mourir. Donc si vraiment je ne veux m'intéresser qu'à la bonne théorie, je ne m'intéresse à rien. C'est nihiliste, ça. Donc en fait, finalement, si je veux donner un quelconque contenu réel à la pensée scientifique, je crois que je suis presque obligé de considérer que toutes les théories non encore réfutées sont simultanément justes, quoique mutuellement incompatibles. Vous voyez qu'il y a déjà là quelque chose du domaine d'une diversité temporelle, pas éternelle. Mais ne croyez pas que les théories diminuent avec le temps. Certaines seront effectivement suffisamment bien contredites par l'expérience pour qu'on les abandonne. Ça, c'est vrai. Si à la fin du programme LHC, on n'a toujours pas vu de supersymétrie, moi je crois qu'il faudra arrêter. Ça, c'est vrai qu'une expérience peut finir par mettre à mal une théorie. Mais d'autres théories vont voir le jour. Le nombre de modèles concurrents à un instant donné ne diminue pas du tout avec le temps. Sociologiquement, je dirais même qu'il augmente avec le temps. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment notre liberté de chercheur, qui est en fait immense, qui est même trop grande. C'est le problème, on a trop d'idées en gravité quantique. Il y a énormément de modèles. Et en contrepoint de ça, le monde n'est pas qu'une construction sociale. Quelque chose s'impose à nous qui n'est pas que notre désir. Et ça, je trouve ça très beau, en fait. Vous savez, le grand accélérateur LHC du CERN est certainement l'expérience la plus importante en termes matériels, en termes de moyens, de toute l'histoire de la physique. Je ne sais pas bien, mais je dirais 20 ans d'efforts, 5000 personnes et 10 milliards d'euros. C'est un truc gigantesque. Mais ce qu'on espérait vraiment voir, ce n'était pas le boson de Higgs. Le boson de Higgs, finalement, on savait déjà presque qu'il existait. C'est bien quand même de l'avoir trouvé, je ne crache pas dans la soupe, c'est beau comme résultat. Mais ça corrobore ce qu'on savait déjà. Ce qu'on espérait voir, c'est une nouvelle théorie. Cette nouvelle théorie, je l'ai déjà citée 2 fois, elle s'appelle supersymétrie. Elle est magnifique.
D'un point de vue mathématique, elle est d'une très belle cohérence, et on peut même montrer que c'est la seule extension possible du modèle standard de la physique des particules qui respecte le groupe de Lorentz, la relativité restreinte. Pas mal. En plus, elle permet d'expliquer la masse du boson de Higgs. Sans supersymétrie, la masse du boson de Higgs, elle doit être 1000 milliards de fois plus grande que ce qu'on voit. Ça fait gros comme problème. Grâce à la supersymétrie, il n'y a plus de problème. Elle permet d'expliquer la matière noire. Elle fournit un candidat naturel pour la matière noire de l'univers. Elle permet d'unifier les interactions fondamentales. C'est extraordinaire, la supersymétrie. Ça n'a que des vertus. C'est mathématiquement beau, c'est physiquement fructueux. Presque personne ne pensait à d'autres pistes que la supersymétrie. En gros, on était presque sûr de la trouver. Et ben, il y a un moment où la nature nous dit « c'est beau votre truc », mais c'est faux. On n'a pas vu de supersymétrie. C'est un peu une théologie négative, vous voyez, c'est définir Dieu parce que ça n'est pas. Et j'aime bien cette idée de théologie, d'épistémologie négative, de se rendre compte finalement de la beauté de la physique en tant que rapport à l'altérité, c'est-à-dire en tant que capacité d'être radicalement surpris. Le monde n'est pas toujours ce qu'on aurait aimé qu'il soit. Dans le passé, en physique des particules, il y a eu un autre bel exemple, mais je ne voudrais pas parler trop longtemps. Ça s'appelait SU5. C'était une théorie d'unification qui était presque inévitable. SU5, c'était tellement beau que moi, j'aurais parié ma... J'étais pas né quand on travaillait là-dessus, mais j'aurais parié ma vie sur SU5. C'était tellement naturel comme manière d'unifier les forces et les interactions, c'était tellement inspiré de ce qui marchait déjà, que SU5, on l'a vérifié presque pour la beauté du geste, vous voyez. Et c'était faux. La nature, naturus, au féminin natura, du verbe latin nascor, qui est sa racine, c'est le processus même de naissance. Et de naissance, donc, de transformation radicale, d'émergence radicale de quelque chose qui n'était pas là. Et cette chose qui n'était pas là, c'est, je crois, cette capacité à nous surprendre. Bien. Alors, moi, je crois qu'il n'y a aucune prééminence de la science dans l'ensemble de la pensée humaine. Enfin, je crois qu'il y en a peut-être une, d'ailleurs, en ce moment, d'un point de vue factuel. Moi, je plaide pour qu'il n'y en ait pas. J'aimerais un enseignement universitaire, scolaire, primaire, qui réhabilite l'enseignement des arts. Et parce qu'on sait bien, quand même, à l'école, il faut mieux être bon en maths qu'en dessin. Pourquoi ? Je trouve qu'il n'y a aucune raison que la science jouisse primat dans ce qui est des grilles d'évaluation sociale. Mais en revanche, elle a quand même une spécificité qui est à distinguer d'une suprématie, qui mérite d'être soulignée. C'est cette capacité à l'erreur. C'est cette capacité à produire des énoncés qui n'ont pas vocation à être éternels. Il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être qu'un groupe de physiciens du CERN a cru voir des neutrinos qui allaient plus vite que la lumière. Et quelques mois plus tard, il s'est avéré que c'était une faute. C'était un connecteur mal branché. Mais il y a des millions de connecteurs, donc c'était pas une grosse faute. Hein. Mais c'est beau, ça. Est-ce que vous connaissez un homme politique ou un économiste qui va vous dire, après avoir fait la une, journal de 20 heures, pardon, je me suis trompé? Jamais. Le scientifique est quelqu'un qui peut dire je me suis trompé et le dire la tête haute. Il n'y a pas de honte. Parce que c'est une pensée qui est en évolution constante. C'est une pensée fragile. C'est très beau la fragilité, qui est toujours dans l'incoatif d'une déconstruction ou d'une remise en cause. Donc je crois que cette temporalité de la pensée scientifique, le fait qu'aucune de nos théories n'est une théorie ultime, en tout cas en physique c'est certain, et que donc tous nos modèles seront un jour remplacés par d'autres modèles, ne doit surtout pas être pensé comme un désenchantement de la pensée, mais au contraire, ça me semble être quelque chose qui confine à l'extraordinaire élégance de ce type de rapport au réel. Mais, et c'est ce que j'aimerais défendre comme idée, je crois quand même, et peut-être là j'espère qu'il y aura un débat, hein, je serais ravi que vous ne soyez pas d'accord avec moi, que la science n'est qu'un rapport au réel, pour reprendre cette expression, parmi d'autres. Alors dans mon petit livre, je me suis amusé à donner un exemple, c'est celui du Nosti. Alors j'ai choisi cet exemple parce que mon ami, le philosophe Jean-Luc Nancy, a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Corpus, qui est une sorte de poème philosophique pour lequel moi j'ai un amour immodéré. Et dans ce livre Corpus, il s'intéresse à la phrase du prêtre. Alors en latin, aujourd'hui c'est plus en latin, mais quand même à l'échelle de l'histoire, elle a été dite beaucoup plus souvent en latin qu'en français. Hoc est enim corpus meum. Ceci en vérité est mon corps. Enim, en vérité. Ceci en vérité est mon corps. La transsubstantiation, c'est quand même la doctrine à laquelle les catholiques ont cru passionnément pendant des siècles. C'est pas allégorique, hein. C'est pas métaphorique le corps du Christ dans l'hostie pour un catholique pratiquant, c'est littéral. Donc l'hostie c'est ça, c'est le corps du Christ lui-même pour un catholique pratiquant. C'est un bout de pain rassis pour l'enfant qu'il a
pique et la chipe et la mange par hasard. C'est un moyen de subsistance pour celui qui la fabrique, c'est une charge pour celui qui la transporte, c'est une source d'inspiration pour l'artiste qui la contemple, c'est une aubaine pour la souris qui la découvre dans l'alcôve. C'est un nuage de chant quantique pour le physicien des particules, c'est un objet un peu mou pour le physicien du solide, c'est un ensemble de molécules pour le chimiste. Et moi je vous demande, en vérité c'est quoi? Énigme, c'est quoi en vérité? En vérité, je crois que c'est tout ceci. Et donc il me semble légitime de plaider pour un réel pluriel, sans que cela amoindrisse d'une quelconque manière la légitimité, la beauté, et la puissance de la pensée scientifique. Alors, évidemment, je vois déjà les objections, mais alors est-ce qu'on ne risque pas de légitimer les pseudosciences ou les postures scandaleuses ou les postures évidemment nuisibles? On est au muséum, on est entouré de squelettes. Ce dinosaure, je l'adore. Et on sait qu'aux États-Unis, je crois la moitié des gens à peu près sont créationnistes. C'est-à-dire pensent que les espèces ont été créées telles que par Dieu il y a 4000 ans et qu'il n'y a pas d'évolution et pas de transformation. Oui, je crois comme vous que le créationnisme est une ineptie. Je crois comme vous qu'il faut combattre le créationnisme, que c'est une pensée qui est intellectuellement nulle et éthiquement dangereuse. Mais il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas convaincre des gens pour qui la science n'est pas le bon rapport au réel qu'ils ont tort avec des arguments scientifiques. Vous pouvez vous faire plaisir, comme le voudraient certains de mes collègues scientistes dits hyper-rationalistes et en réalité totalement irrationnels. Vous pouvez le faire, ça ne portera jamais. Moi, j'ai des amis qui sont fondamentalistes religieux. Ils sont fort intelligents. Je leur ai montré quand j'étais jeune et naïf. Je vois bien que la Bible n'est pas en accord avec la science. Quelle a été la conclusion? Leur conclusion. Ce qui prouve bien que la science est fausse. Mais oui, ils ont décidé que le texte sacré était la vérité par essence. Ça ne porte jamais ce type d'argument. Si on veut déconstruire, ou plutôt même détruire en l'occurrence, mettre en défaut une pensée que l'on croit, en l'occurrence, me semble-t-il, à juste titre, être inefficace, il faut le faire de son point de vue à elle. Ce sont les incohérences propres de ce mode de pensée qu'il faut mettre en évidence. C'est la pauvreté du monde produit et pas l'inadéquation avec un critère d'évaluation qui n'est pas celui de ceux qui la défendent, me semble-t-il. Donc il n'y a aucune contradiction entre ce réel pluriel que je défends et toute velléité à combattre des pseudosciences ou des postures qui relèvent parfois de l'imposture. Absolument. Donc la vérité, oui, la vérité. Mais quelle vérité? C'est qu'en grec, on distinguait aletheia et to aletes. La vérité et le vrai, le substantif et l'adjectif substantivé. Et les sens étaient différents. Certains avaient vraiment le trait à l'adéquation entre l'énoncé et le monde, d'autres portaient plutôt sur la substance et la sagesse. Et puis aletheia, alors aletheia, Heidegger aimait bien dire que ça voulait dire dévoilement. Alors en ce moment, on n'aime pas trop citer Heidegger, on comprend pourquoi. Mais c'est pas exactement ça en fait. Aletheia, c'est la négation de l'été. L'été, c'est le fleuve dans lequel les âmes, après avoir contemplé le ciel des idées éternelles, venaient oublier ce qu'elles avaient vu. Donc aletheia, c'est les âmes qui ne passaient pas par le fleuve l'été et qui donc n'oubliaient pas et qui donc se souvenaient. La vérité en grec, c'est avant tout une anamnèse. Rien à voir avec la nôtre. Alors, là encore, moi je pense qu'il faut être sérieux. Il faut être rationnel, c'est-à-dire ne pas suivre les pseudo-hyper-rationalistes. Pourquoi? Parce que ne faisons pas comme si nous savions ce que la vérité veut dire. Que ça plaise ou non, le fait est qu'à différentes époques, ou à une même époque dans différentes civilisations, ce mot n'a pas la même signification. Donc ne faisons pas l'effort de l'interroger, n'ayons pas peur de l'interroger et de le regarder dans les yeux. Alors se tenir à la vérité, bien sûr, c'est notre règle. Qui pourrait dire le contraire? Qui va défendre une posture au nom du mensonge? Personne. D'ailleurs, je fais à ce propos une dernière remarque. On pourrait définir la science, certains le font, comme le logos. La race, encore que le logos est très polysémique. Le logos, historiquement, c'est la parole. Après, c'est le langage, et après, c'est la raison. Prenons le dernier sens, celui de raison. On pourrait dire, la vérité, c'est le logos. C'est être rationnel. Vous dites ça, vous n'avez absolument opéré aucune coupe dans le réel. Tout le monde se réclame de la rationalité. Avez-vous déjà vu quelqu'un défendre une idée au nom de l'irrationalité? Personne. Que vous soyez hyper scientifique ou fondamentaliste religieux, je vous promets, vous vous battez tous au nom de la rationalité. Et c'est vrai d'ailleurs. Là, je parle de vécu. Moi, je suis personnellement athée, selon le mettre sur la table.
les gens qui vont effectivement se recueillir, se confesser, etc., de façon très régulière, et je le dis sans aucune moquerie, je ne me moque jamais en fait des gens, et certainement pas des comportements sacrés, même si je ne les comprends pas. Mais c'est très rationnel ce qu'ils font. Enfin, vous vous rendez compte? C'est comme le pari de Pascal, c'est un très petit prix à payer pour avoir l'éternité. Pour avoir l'éternité, pour accéder au paradis, enfin ça vaut le coup. C'est très rationnel de le faire quand vous y croyez. Donc la rationalité, c'est pas du tout quelque chose de bien défini. Donc on ne peut pas faire comme si ces mots... Parce que tout le monde est d'accord pour être rationnel, tout le monde est d'accord pour sortir du relativisme. Oui, mais personne n'est d'accord sur la sortie à adopter. Laquelle? Vous sortez du relativisme pourquoi? Pour l'intégrisme religieux? Pour le scientisme? Pour le matérialisme dialectique? Suivant vos affinités, vous ne souhaitez pas la même sortie de la diversité. Donc moi, ce que j'aimerais plutôt, c'est qu'on pense une diversité intelligente, plutôt qu'une précipitation, au sens presque chimique du terme, en une réalité unique pour laquelle, vraisemblablement dans cette salle même, nous ne serions pas du tout d'accord. Donc bien sûr, la vérité est la faute. Tout compromis virerait à la compromission. On pense en particulier à l'histoire, où il serait scandaleux de ne pas s'en tenir à la vérité. C'est une évidence, c'est une évidence. Mais il est des cas où interroger la règle fait partie du jeu. Et c'est le cas en science. C'est-à-dire que tous les moments où il s'est passé des choses essentielles, radicales et révolutionnaires, ce n'était pas seulement changer les énoncés, c'était changer la règle du jeu. Donc ne soyons pas trop hyper conservateurs, il faut aussi être capable de s'interroger sur les linéaments et les limites finalement de la partie qui est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est une idée, par exemple, que défend Paul Feyerabend, qui est un épistémologue assez controversé, assez subversif, assez polémique, mais qui se faisait l'avocat d'une forme d'anarchisme épistémologique que je crois juste, parce que Feyerabend, ses détracteurs ne l'ont généralement pas lu, pensent qu'il se fait l'apôtre de ça, en disant « en science tout est permis ». Mais pas du tout, bien sûr que non, tout n'est pas permis. Il constate que la plupart des grandes révolutions scientifiques ont été accompagnées d'une certaine manière d'enfreindre les règles qui s'est avérée féconde a posteriori. Et ça, je crois que c'est historiquement presque incontestable. Alors, pour conclure, moi je voudrais convoquer donc un philosophe que tu as cité tout à l'heure, un philosophe analytique américain, Nelson Goodman, qui est alors aussi une sorte de penseur du multivers, mais en un sens très différent. Pour Goodman, les mondes multiples, c'est pas du tout au sens astrophysique du terme, il ne connaît pas ça, il ne s'intéresse pas à ça, il est mort d'ailleurs il y a une dizaine d'années, donc avant que ces choses-là soient au bout du jour. Il s'intéresse à la multiplicité des mondes en tant que notre capacité à créer des systèmes symboliques. C'est-à-dire que pour Goodman, le monde n'est pas une chose unique à découvrir, mais c'est plutôt, nous sommes toujours dans une démarche qui est à la fois de découverte et d'invention. Et je trouve que cette articulation est particulièrement bien vue. Comme si vous voulez, depuis Kant, les choses avaient évolué de la structure du monde vers celle de l'esprit, de celle de l'esprit vers celle des concepts, et de celle des concepts vers celle des symboles. On ne réduira pas, disait-il, le monde de Canaletto à celui de Van Gogh, ni celui de James Joyce à la physique théorique. Même si le terme quark, qui décrit les particules élémentaires, est emprunté au génial Finnegan's Wake de Joyce. Bah oui, on est tous d'accord, n'est-ce pas, qu'on ne réduira pas Canaletto à Van Gogh, ni Rembrandt à Gauguin, mais il faut en tirer les conséquences. Et les conséquences pour Goodman, c'est ce qu'il nomme un relativisme radical sous contrainte de rigueur. Et sous contrainte de rigueur, ça signifie que c'est le contraire d'un nihilisme. Parce que le mot relativisme est péjorativement connoté. S'il signifie tout se vaut, tout est bon, alors bien sûr il faut le combattre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais aucun philosophe taxé de relativisme, de Protagoras à Derrida, de Rorty à Wittgenstein, de Goodman à Foucault, aucun philosophe n'a dit tout est bon, tout se vaut. Même pas Nietzsche, qui pourtant a été peut-être celui qui est allé le plus loin avec la question de la vérité. Donc ce relativisme nul, à quoi bon le combattre? Personne ne le défend. Le relativisme de Goodman, qui est le mien, moi je crois que c'est au contraire un stade supplémentaire du rationalisme. C'est-à-dire, certes, évaluons les énoncés, évaluons les théories, il n'y a aucun doute là-dessus, mais évaluons aussi les cadres, c'est-à-dire comprenons que nos méthodes mêmes d'évaluation sont elles-mêmes produites par une culture et un environnement. Donc, appelons ça pluriréalisme ou perspectivisme comme Foucault, ou relationnisme comme Nancy, ou ce qu'on veut, choisissons le mot qui nous plaît, sauf relativisme, puisque celui-là est maintenant presque interdit, mais l'idée c'est celle-là, et c'est, je crois, le contraire du nihilisme.
Moi, je pense que c'est plutôt une forme de continuité du geste scientifique, de la désanthropocentrisation, et que ça n'affaiblit absolument pas la science que de lui reconnaître le droit à n'être pas la seule version correcte du réel. Bien, je termine. La science dit quelque chose d'unique. Bien sûr, tout n'est pas identique. On me dit parfois, mais comment tu peux être relativiste? La science, c'est pas de la poésie. D'abord, c'est pas si évident, ça, que la science ne soit pas de la poésie. Mais oui, c'est vrai, le quotidien d'un physicien n'est pas le quotidien d'un poète. Mais bien sûr, personne n'a dit le contraire. Au contraire, ce que j'appellerais le déridisme scientifique, c'est-à-dire la déconstruction, c'est ce qui poursuit la démarche goodmanienne. Goodman est un constructiviste. Il comprend que la science, comme toutes les autres activités cognitives humaines, est une construction. Une construction, c'est fort une construction, parce qu'une construction, elle doit être cohérente avec elle-même. Mais la vérité, c'est trop ou trop peu. Pourquoi c'est trop? Parce que l'immense majorité des vérités sont triviales et ne nous intéressent pas, et nous ne souhaitons pas les connaître. Mais qu'est-ce que la vérité dans une sonate de Beethoven, une abstraction de Kandinsky ou le vol d'une mouche? C'est simplement un genre non pertinent. Donc la vérité, oui, mais au-delà de la vérité, pensons surtout la correction, qui est un critère beaucoup plus subtil, beaucoup plus fondamental et surtout beaucoup plus exigeant. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'il est temps de s'adonner à la discussion. Je ne veux pas monopoliser la parole. Merci. J'étais agréablement surpris, on va dire, pour des raisons que je peux même justifier, que tu t'attends presque de nouvelles théories physiques par les gens. On dirait presque que tu espères que parmi nous, par exemple dans la salle, il sortirait un scientifique avec une nouvelle théorie qui va peut-être te faire réfléchir. Alors, ou va faire réfléchir la communauté des physiciens. Alors, pourquoi pas, hein, mais je pense que, bon, on n'en est pas encore là, même si en mathématiques, il peut arriver des choses dans ce genre-là. Je vous donne juste un exemple que vous trouverez sur un site, c'est le site Images des mathématiques, c'est l'énigme des pentagones. Alors, je dirais juste deux petites choses de mathématiques. Si vous allez chez un carreleur et vous lui demandez de carreler votre cuisine avec un quadrilatère quelconque, un quadrilatère quelconque, donc pas un carré, hein, ni un rectangle. Bon, ça, tout le monde sait faire. Le carreleur, il va dire, bon, je peux le faire, parce que tout quadrilatère peut paver votre cuisine. Si vous posez la question pour les hexagones, il va dire, je peux faire aussi. Et pour le pentagone, alors pour le pentagone, il y a eu un gros problème de classifier les pentagones, de donner une classification des pentagones. Et à un moment donné, dans certaines époques, on croyait avoir compris tout sur les pentagones. Jusqu'au jour où une revue qui parlait de cette classification des pentagones tombe dans un foyer. Et une dame qui fait pas du tout de mathématiques, il découvre que parmi les 14 familles de pentagones, eh bien, il y avait un pentagone qui n'était pas dans les 14 familles. Donc, les théorèmes qui avaient été énoncés étaient complètement faux. Alors, ça, je veux dire par là qu'il faut oser. Il faut permettre aux gens, hein, d'avoir cette liberté de se dire, c'est pas parce qu'un mathématicien a dit ça, je ne peux pas le remettre en question. Alors, ça, je pense que ça pose plusieurs problèmes, mais bon, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails pour laisser la parole au public. Mais je vais dire quand même une chose. Alors, je me suis senti interpellé quand j'ai lu ton livre à un autre article, je ne sais pas si tu les connais. C'est l'article de Jean-Marc Lévy-Leblanc, c'est lui qui concerne remettre la science en culture. Donc, Jean-Marc Lévy-Leblanc, dans cet article, donc c'est un épistémologue d'histoire, il soulève le problème que finalement, quand vous parlez de culture, c'est quoi la culture? Acheter des magazines même très respectables, la culture, c'est souvent les lettres, l'art, la littérature, la peinture,
des choses que je respecte énormément pour aimer moi-même énormément les arts, mais rarement vous trouverez dans la culture citer la science. C'est-à-dire la science, ça fait quand même quelque chose à part. Autrement dit, je pense qu'il y a eu un effort pour sortir, alors tu l'as dit un peu au début, pour sortir, tu en as parlé pour les mathématiques, mais je pense que pour la physique c'est vrai, et c'est vrai aussi je pense pour la philosophie, ils sont sortis de cette culture. Donc les questionnements que tu as posés aujourd'hui, je serais étonné de les retrouver dans un cours de physique. Et à ce sujet, je suis retourné sur un article, tu m'as fait penser à un autre article de William Thurston, médaille Fields dans les années 80, où il dit que nous autres mathématiciens devons faire des efforts beaucoup plus importants pour communiquer des idées mathématiques. Et pour cela, nous devons accorder davantage d'attention à communiquer nos schémas mentaux, nos façons de penser, et pas seulement nos définitions, théorèmes et démonstrations. Nous avons besoin d'apprécier la valeur de la diversité des façons de penser sur la même structure mathématique. Or, je pense que quand on fait des cours de mathématiques, on est loin de montrer cette diversité. Ça, c'est une première chose. Mais alors, il y a quelque chose qui m'a frappé beaucoup dans l'article de Thurston. C'est un passage, que j'aime bien citer, sur les raisonnements chez les mathématiciens. Alors, dit par une médaille Fields, ce n'est pas dit par Valerio Vassallo. Apparemment et en général, les mathématiciens ne s'appuient pas sur les règles formelles de la déduction pendant qu'ils pensent. Ils gardent plutôt à l'esprit un bon morceau de la structure logique de la preuve, décomposant les preuves en résultats intermédiaires de façon à ne pas avoir à traiter trop de logique à la fois. En fait, on rencontre souvent d'excellents mathématiciens qui ne connaissent même pas l'usage standard et formel des quantificateurs. Alors je vous rappelle, les quantificateurs, c'est quel qu'elle soit, et il existe. Bien que tous les mathématiciens effectuent certainement les raisonnements que ces écritures formelles codent. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, je veux dire par là qu'on est à la préhistoire de la transmission de la science. Et ça, c'est quelque chose qui est incompatible un peu avec une partie du message de ton livre, d'espérer qu'effectivement, il y a peut-être un nouveau Einstein, une nouvelle Einstein, hein, parce que n'oublions pas que c'est une question qu'on me pose souvent, s'il y a des mathématiciennes, bien sûr il y a des grandes mathématiciennes, j'en connais une, d'ailleurs Claire Voisin qui va recevoir la médaille d'or du CNRS prochainement, et pour avoir cette originalité du point de vue, parce qu'au fond c'est ce que tu as sollicité tout le temps, ben, je pense qu'on a des progrès à faire dans la transmission des sciences. Donc ça, c'est un des aspects qu'il me tenait à souligner ton exposé, mais aussi ton livre. Et puis, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas fait référence à Edgar Morin, par exemple, la pensée complexe d'Edgar Morin, qui c'est aussi quelqu'un qui pousse à aller dans cette direction-là. D'une pensée complexe plutôt qu'une pensée un peu simpliste. Voilà. Donc ça, c'est quelques premières, disons, situations. Enfin, c'est une façon de rajouter de l'inconfort à celui que tu viens d'écrire. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux répondre ou si le public veut intervenir. Je vais juste dire que je suis tout à fait d'accord. Inconfort, ça réfère aussi à Fernando Pessoa, qui a écrit sur ce thème. Je pense quand même que ce que vous dites n'est vrai qu'en un certain sens. Moi, je suis persuadé qu'il fut une période de l'histoire où l'équation x carré plus 2 égale 0 n'avait pas de solution. C'est un fait, jusqu'à ce qu'on invente des nombres complexes. Donc, je ne suis quand même pas sûr qu'on peut dire qu'en mathématiques... Alors, évidemment, on pourrait me dire, oui, mais elle n'a toujours pas de solution dans R. Certes, elle n'avait pas de solution dans R, elle n'a toujours pas de solution dans R, c'est dans un autre ensemble qu'elle a des solutions. Ça, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'elle n'en avait pas et maintenant elle en avait. Donc, et même, enfin, mon collègue, je vais te laisser parler là-dessus, mais même si on va plus loin que ces trivialités, qu'on pense vraiment sur le cœur, même les lois de la logique et la théorie des ensembles, qui sont quand même les fondements des mathématiques, ne sont pas immuables. Je veux dire, les lois de la logique post-Gödel ne sont pas celles d'Aristote.
Donc même le cœur du cœur, qui est quand même ce qui légitime une posture mathématique, ne me semble pas ne pas avoir, une double négation, évolué. Bon, peut-être je laisserai mon collègue en dire plus sur ce point. Maintenant, sur la physique, bien sûr, on continue d'enseigner à l'école la physique de Newton, et on a raison. Et ça, je vais répondre en reposant la question une dernière fois, s'approche-t-on de la vérité? Finalement, j'aurais pu l'aborder, cette question. Est-ce qu'on s'approche de la vérité? Et là, il faut faire très attention. Enfin, tu me l'as dit un peu en introduction. Beaucoup de gens disent, bon, je suis d'accord avec toi, la physique ne dit pas la vérité avec un grand V, mais quand même, elle s'en approche. Mais ça, j'aimerais le croire, mais je n'arrive pas à le croire. En termes pratiques, c'est incontestable. On peut mieux prédire aujourd'hui la position des planètes qu'on ne pouvait le faire à l'époque de Thalès, donc c'est certain, en termes de capacité de prédiction, on s'approche de l'observation qu'on peut appeler, par simplicité, la vérité. Ok. Mais maintenant, en termes vraiment de description de ce qu'est le réel, pour la raison que tu as rappelé rapidement tout à l'heure, dès lors qu'une révolution est opérée, ce n'est pas une petite amélioration, c'est un changement totalement radical. C'est-à-dire qu'effectivement, Newton dit la Lune tourne autour de la Terre parce que la force gravitationnelle lui impose cette trajectoire elliptique. Et Einstein dit non, c'est pas un peu différent de ça, c'est pas une correction quadratique, un terme linéaire, non, c'est pas ça. La force gravitationnelle n'existe pas du tout. Il n'y a pas du tout de force gravitationnelle. Elle est nulle, elle n'a pas même d'existence. C'est simplement un espace qui est distordu par la présence de la gravité. Donc en termes de description fondamentale, c'est pas une amélioration. C'est on efface tout et on remplace par quelque chose qui est radicalement différent. Donc, c'était pas votre question, mais c'est mon début de réponse. Donc, je crois que je ne vois pas comment on peut dire qu'on se rapproche de la vérité, puisque chaque révolution est, pourrait-on dire, infiniment distante de la proposition d'avant. Donc d'abord, je ne suis même pas sûr qu'il existe une unique théorie ultime, ça ne me paraît pas du tout aller de soi. Je pense que c'est une idée qui est héritée d'une part de notre manière de penser via les religions monothéistes et d'autre part via la métaphysique occidentale de type platonicienne où l'on apprend au détour du banquet que, in fine, les essences convergent, le bien égale le vrai égale le beau, etc. Donc ça, je ne suis pas sûr que cette théorie ultime, unique existe, mais quand bien même elle existerait, nous en serions toujours, tant que nous ne l'avons pas, et aujourd'hui nous ne l'avons pas, nous en serions toujours infiniment distants. Donc je ne vois même pas suivant quelle mesure on pourrait considérer qu'on s'approche de la vérité. J'ai pas de problème avec l'idée, mais je ne vois même pas comment on pourrait la mettre en pratique. Donc, et là c'est enfin ma réponse, pardon pour ce long cheminement, donc oui, je crois que les théories réfutées, comme celle de Newton, gardent toute leur légitimité, parce que on sait que celle d'Einstein n'est pas non plus la théorie ultime, elle a des problèmes. La théorie d'Einstein, par exemple, n'incorpore pas la physique quantique, donc on sait qu'il faudra un jour la dépasser. Et donc, finalement, ni l'une ni l'autre n'est vraie. Mais on est en droit d'utiliser celle qui nous sied suivant la situation considérée. Comme la théorie de Newton fonctionne dans l'immense majorité des cas opportuns, d'un point de vue épistémique, ça me paraît légitime de lui donner toute la valeur de vérité qu'elle mérite. Tu veux commenter? Quand moi j'étais étudiant, je n'ai pas eu de cours de relativité générale et encore moins de cosmologie. Si je ne fais pas erreur, quand j'étais étudiant, il y avait 2 cosmologistes en France, Hubert Reeves et Alain Blanchard. Je ne crois pas qu'il y en avait d'autres. C'était marginal. C'était quelque chose qui était considéré comme une sorte de, vraiment de pensée spéculative. Alors, vous êtes prof de philo, et comme vous avez vu, j'ai une certaine affinité pour la philo, donc pour moi, métaphysique, c'est tout sauf une insulte. Mais je me souviens avoir entendu des physiciens dire c'est de la métaphysique. Ce qui, dans la bouche d'un physicien, est rarement un compliment. Même si Hegel disait que c'est la reine des sciences. Donc, voilà, je crois qu'il y a une transition de phase, il y a 20 ans, en termes sociologiques, au sens où c'est devenu une science respectable, c'est-à-dire enseignable. Voilà, il y a, depuis une vingtaine d'années, des cours de cosmologie au niveau DEA, au Master 2, alors qu'avant, c'était quand même une sorte de pari qui était extrêmement risqué sur le devenir intellectuel des gens. Et vraiment, la raison de ça, du point de vue maintenant moins sociologique mais plus factuel, c'est ce que vous avez évoqué. Je pense que c'est le satellite Kobe avec la première mesure fine du rayonnement fossile qui, quand même... enfin, le modèle du Big Bang, Eddie Goodman, c'est qu'est-ce qui fait qu'effectivement un concerto de Bach fonctionne, c'est qu'il y a fitting, il y a
correction, ajustement, donc en fait, il faudra peut-être mieux dire, entre le cadre général et l'œuvre produite. Mais on ne peut pas dire qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. Et évidemment, quand Schoenberg a inventé le dodécaphonisme, d'un seul coup, on va jouer sur la gamme chromatique, on va jouer sur les séries, et on ne peut pas dire effectivement qu'une œuvre de Berg, Schoenberg ou Webern est vraie ou fausse, elle est en fitting avec son propre paradigme. Qui remonte bien sûr à Platon et Aristote, de façon très caricaturale que les philosophes présents me pardonnent, mais je vais répondre vite. Chez Platon, en quelque sorte, les vérités sont mathématiques, ce qu'on appelle parfois les idées, qu'il faudrait nommer les formes intelligibles, sont en fait le réel en lui-même, n'est-ce pas? Et ensuite, l'idée de lit qui est l'essence, et donc le fondement du lit, est copié par l'artisan, qui est ensuite copié par le peintre, et ce rapport de mimésis, d'imitation, va de pair avec une dégradation. Donc dans une vision platonicienne, c'est pas très étonnant finalement que les mathématiques décrivent le réel, parce que les mathématiques sont le réel, et d'un certain point de vue caricatural, la concrétude n'en est qu'une approximation. Et puis on a évidemment la disjonction aristotélicienne qui, au contraire, va plutôt considérer que le réel est la concrétude et que les mathématiques en sont l'approximation. Ce que je viens de dire, en fait, est très largement faux, et ça se voit d'ailleurs dans le tableau de Raphaël, l'école d'Athènes. Vous voyez Platon qui montre le ciel, et à côté, nous dit-on, Aristote qui montre le sol. Et si vous regardez vraiment le tableau, c'est pas vrai. Platon fait ça, c'est vrai, mais à côté, Aristote ne fait pas ça. Aristote fait ça. Et moi, je ne crois pas que Aristote montre le sol. Je crois que Aristote dit plutôt doucement, Platon, doucement. Tu vas toujours un peu vite en besogne. Et effectivement, la vraie théorie d'Aristote est beaucoup plus subtile que ce que je viens de dire. Mais quand même, cette articulation de la primauté et de la dérivation, disons, entre la concrétude et les visions mathématiques est vieille comme le monde. C'est aussi la question de savoir si les mathématiques sont découvertes ou inventées. C'est très intéressant de voir que la plupart des mathématiciens pensent que les mathématiques sont des découvertes et que la plupart des non-mathématiciens pensent que les mathématiques sont des inventions. Ce qui veut dire d'ailleurs que les acteurs des mathématiques ont finalement une sorte de jouissance à se penser dans une situation plus passive, qui est celle de la découverte par rapport à l'activité de nature plus artistique ou démiurgique, qui est celle de l'invention. C'est très intéressant. Mais pour revenir à ce que vous dites, moi ma réponse est un peu provocatrice, mais c'est quand même ce que je pense. C'est la question que posait Wigner aussi. On a plutôt intérêt à leur donner de la musique militaire et des roulements de tambour plutôt que des théorèmes de mathématiques. On pourrait dire quelle est l'origine de l'incroyable efficacité de la musique pour permettre aux légions de vaincre les ennemis. Bah oui, dans ce cas-là, c'est la musique qui fonctionne. Dans d'autres cas, c'est les théorèmes. Moi, je crois que le réel est divers. Les mathématiques fonctionnent extraordinairement bien dans une certaine coupe du réel, mais je ne suis pas très étonné parce que je ne crois pas qu'elles enveloppent la totalité du réel. Mais je sais que tout le monde est loin d'être d'accord avec ce point de vue. Là encore, excusez-moi, hein, ça sera la soirée grecque de la semaine, enfin c'est peut-être pas la seule, mais effectivement c'est aussi très intéressant du point de vue de l'histoire, parce que pour les Grecs avant la rupture socratique et avant le siècle de Périclès, effectivement, la belle parole, les Grecs étaient des rhéteurs, et donc la manière de dire était tout à fait fondamentale au statut de vérité qu'on entendait conférer au discours. Et d'ailleurs, dans les grandes Dionysies d'Athènes, quand Sophocle affrontait Eurydice ou Échille, ça se faisait suivant celui qui l'emportait suivant des critères qui étaient effectivement associés à la beauté du verbe. Alors là, ce sont des tragédiens, mais on le retrouvait même après avec les sophistes, finalement. Parce que les sophistes, on les présente souvent comme ceux qui, finalement, n'étaient pas très honnêtes et pouvaient dire un peu n'importe quoi pour plaire, mais en réalité, quand Protagoras dit « l'homme est la mesure de toute chose », ce qu'il veut dire, c'est très exactement que nous pouvons penser en tant qu'hommes, et que parce que la vérité est précisément relative, peut-être ne faut-il pas viser l'éternité, mais viser la vérité liée à la localité d'une circonstance. Bon. Donc cette question est ancienne. Je pense qu'elle est très délicate, en fait, parce qu'on ne peut pas réduire la vérité à la rhétorique. Ce serait dramatique. On le voit bien, je ne sais pas, en politique, par exemple. En politique. Il n'est pas mauvais, Trump, hein. Et pourtant, on n'a pas du tout envie qu'il soit élu. Enfin, je pense, n'est-ce pas? Voilà, heureusement que la rhétorique ne fait pas tout. Enfin, moi j'aimerais que la rhétorique ne suffise pas. Parce qu'on voit pratiquement qu'il y a des cas où on a envie d'opposer des faits, quand même, au beau discours. Enfin, en l'occurrence, il n'est pas très beau, celui de Trump, mais enfin, au moins au discours habile de certains politiques. Donc, la rhétorique ne suffit pas. Et pourtant, on ne peut pas la gommer. Parce que quand on regarde d'un point de vue pratique comment ça marche,
Une théorie, quand elle est proposée, elle n'est pas encore vérifiée, elle est au stade embryonnaire, c'est le moment difficile, c'est le moment où il faut passer le cap de l'idée un peu folle d'un savant fou à ce qui va devenir le germe d'une branche entière de recherche. Je pense à Carlo Rovelli que tu évoquais tout à l'heure, qui est un physicien que je trouve génial. Ben, heureusement qu'il a bien parlé au départ. Parce que Alain Kohn, c'est toi qui évoquais Alain Kohn? Non, quelqu'un a évoqué Alain Kohn tout à l'heure. Bon, Alain Kohn, c'est un très grand mathématicien qui s'intéresse à des questions de physique. Moi, j'ai un respect infini pour Alain Kohn, enfin, comme tout le monde, il est très fort. Son modèle de géométrie non commutative est très beau. Pourquoi il ne marche pas bien? Pourquoi si peu de gens s'y intéressent? Pourquoi pratiquement personne n'est capable de dire mais c'est quoi les idées? Parce que Alain Kohn, j'espère, enfin je suis sûr que non, mais ça serait chouette qu'il voit cette vidéo, parce que Alain Kohn ne fait pas l'effort de bien en parler. Il en parle en mathématicien, à des mathématiciens, mais ce n'est pas un problème de mathématiques auquel il s'intéresse quand il fait ça, c'est un problème de physique. Et il n'adopte pas le langage du physicien. Donc même s'il a raison, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher sociologiquement. Donc moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce rôle rhétorique, parce qu'il est indispensable. Faire émerger une idée, c'est toujours aussi convaincre, et il n'y a pas à avoir honte de ça, mais ce n'est pas seulement convaincre les autres, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a cette implacable factualité qui s'impose à nous, et qui fait quand même que même si la supersymétrie est très belle, elle a l'air d'être fausse.